Base de feu Coral, Sud-Vietnam, 16 mai 1968, 2h30. Le premier lieutenant Brad Keller de la 101e division aéroportée de l'armée américaine se tient sur le périmètre de la base de feu et observe quelque chose qui n'a aucun sens. 6 opérateurs australiens du SASR se préparent pour une mission et tout dans leur préparation était contraire aux normes américaines. Ils retirent d'Akimbo de l'équipement au lieu d'en ajouter. Ils laissent derrière eux des radios, des dispositifs de vision nocturne, des munitions supplémentaires. Chaque homme porte une seule arme principale, 200 cartouches, 4 grenades, de l'eau et absolument rien d'autre. Pas de sacs à dos, pas d'équipement de couchage, pas de ration au-delà de quelques barres protéinées. Keller observe l'un des Australiens, un sergent qu'ils appellent Jacko, retirer délibérément les piles de sa balise de détresse et les remettre au quartier-maître de la base de feu. Keller ne peut plus se taire. Il s'approche. « Sergent, vous allez dans la vallée de Sou Cha, n'est-ce pas ? Le renseignement indique qu'il y a au moins une force NVA de la taille d'un régiment là-bas. Vous laissez votre balise de détresse. » Jacko regarde Keller avec des yeux qui ont vu des choses que Keller est encore trop jeune pour comprendre. Les balises de détresse doivent être transportées. Lieutenant, le poids vous ralentit. Si on est lent, on se fait repérer. Si on se fait repérer face à un régiment, une balise de détresse ne nous sauvera pas. Se déplacer vite et rester invisible, oui. Alors, on laisse la balise. Keller insiste. Et l'extraction ? Comment on vous sortira de là si vous avez besoin d'une évacuation d'urgence ? Jacko sourit, mais le sourire n'atteint pas ses yeux. On n'aura pas besoin d'extraction, lieutenant. On sortira à pied quand le boulot sera fait. Dans 3 jours, on sera de retour ici avec des renseignements que vos généraux utiliseront pour planifier une opération divisionnaire entière. Les NVA ne sauront même pas qu'on était là jusqu'à ce que les bombes commencent à tomber. Keller secoue la tête. 6 hommes contre un régiment. Ce n'est pas une mission, c'est du suicide. Jacko met son arme à l'épaule et commence à marcher vers le périmètre. Par-dessus son épaule, il dit quelque chose dont Keller se souviendra pour le reste de sa vie. Vous, les Américains, vous envoyez des soldats, de bons soldats, des soldats courageux. Mais nous, on n'envoie pas des soldats, mon pote. On envoie des guerriers. Il y a une différence, vous verrez. 72 heures plus tard, l'équipe de Jacko repasse à travers les barbelés avec des renseignements si détaillés, si complets qu'ils mènent à l'opération Overlord, l'une des opérations américaines les plus réussies de 1968. 0 pertes australiennes. Les NVA n'ont jamais su qu'ils étaient là. Et chaque soldat américain qui a été témoin de leur retour a compris exactement ce que Jacko voulait dire. Des guerriers, pas des soldats. Des guerriers. Voici cette histoire. On vous a dit que la guerre du Vietnam a été menée par des conscrits et des soldats professionnels, que c'était une guerre d'usure où le décompte des corps comptait plus que la tactique, que le succès se mesurait en territoire tenu et en ennemis tués plutôt que dans les arts subtils de la reconnaissance et de la guerre psychologique. Pour la plupart des unités américaines, c'est vrai, la guerre qu'elles ont menée était brutale, éreintante, souvent insensée, mais parallèlement à cette guerre conventionnelle se déroulait une toute autre guerre. Une guerre de l'ombre menée par des hommes qui opéraient selon des règles différentes, avec des objectifs différents, utilisant des méthodes qui semblaient violer chaque principe de la doctrine militaire moderne. Et au sein de cette guerre de l'ombre, il y avait un sous-ensemble d'opérateurs qui poussaient le concept des opérations spéciales à un extrême qui mettait même les autres unités d'élite mal à l'aise. Nous parlons du régiment australien du service aérien spécial, le SASR. Les hommes qui menaient des opérations si dangereuses, dans des circonstances si extrêmes, que les forces spéciales américaines refusaient souvent les mêmes missions, les jugeant tactiquement irréalisables. Les hommes qui s'engageaient dans des situations où la sagesse militaire conventionnelle disait que la survie était impossible et en ressortaient, après avoir accompli des objectifs qui redessinaient des campagnes entières. Qu'est-ce qui rendait le SASR australien différent des autres forces d'opération spéciales au Vietnam ? Pourquoi les commandants américains les admiraient-ils et s'en méfiaient-ils simultanément ?
Comment une unité qui n'a jamais dépassé 120 hommes déployés à un moment donné a-t-elle pu avoir un impact opérationnel rivalisant avec des unités 10 fois plus grandes? La réponse ne se trouve pas dans leurs armes ni dans leur entraînement, bien que les deux fussent exceptionnels. La réponse se trouve dans leur état d'esprit, dans une différence philosophique fondamentale sur ce que les opérations spéciales signifiaient réellement. Les forces spéciales américaines se voyaient comme des soldats d'élite menant des missions spécialisées. Les Australiens se voyaient comme une espèce de guerriers complètement différentes, opérant selon des règles complètement différentes, acceptant des risques qu'aucune force conventionnelle ne tolérerait, obtenant des résultats par des méthodes qui ne pouvaient être enseignées dans aucune école. Pour comprendre le SASR, il faut comprendre d'où il venait et ce qui les avait façonnés. Le régiment australien du service aérien spécial a été formé en 1957, directement modelé sur le 22e SAS britannique, qui s'était révélé d'une efficacité dévastatrice dans la guerre de jungle pendant l'état d'urgence en Malaisie. Mais les Australiens ne se sont pas contentés de copier les méthodes britanniques. Ils ont pris les concepts fondamentaux des opérations en petites unités, de la reconnaissance à longue portée et de la survie en milieu naturel, puis ont poussé ces concepts plus loin que les Britanniques ne l'avaient fait. La culture militaire australienne avait été forgée dans certaines des campagnes les plus brutales de l'histoire moderne. Gallipoli, le front occidental, l'Afrique du Nord, la piste de Kokoda en Nouvelle-Guinée. Encore et encore, les forces australiennes avaient fait face à des situations impossibles et avaient refusé d'accepter la défaite. Cette obstination, ce refus absolu d'abandonner quelles que soient les chances, s'est ancré dans l'ADN militaire australien. Le SASR a concentré ce trait culturel dans sa forme la plus pure. La sélection pour le SASR n'était pas conçue pour tester les capacités physiques, mais pour identifier un profil psychologique spécifique. Les hommes qu'il recherchait n'étaient pas nécessairement les plus forts ou les plus rapides. C'étaient ceux qui pouvaient fonctionner de manière indépendante sans directive, qui pouvaient endurer un inconfort extrême sans se plaindre, qui pouvaient rester absolument calmes dans des situations où la panique aurait été une réponse rationnelle. Le cours de sélection avait un taux d'échec qui dépassait généralement 90%. Non pas parce que les défis physiques étaient impossibles, mais parce que la pression psychologique brisait la plupart des candidats. On donnait aux hommes des problèmes de navigation avec des informations délibérément insuffisantes. L'équipement tombait en panne à des moments critiques. Les instructeurs donnaient des ordres contradictoires, conçus pour créer confusion et stress. Les candidats qui réussissaient n'étaient pas ceux qui suivaient les instructions parfaitement. C'étaient ceux qui reconnaissaient quand les instructions étaient erronées et prenaient leurs propres décisions, acceptant l'entière responsabilité des conséquences. L'entraînement mettait l'accent sur l'autonomie à un degré extrême. Les opérateurs du SASR devaient être des tireurs d'élite, compétents en démolition, capables de prodiguer des premiers soins avancés, maîtrisant plusieurs langues et capables de survivre dans n'importe quel environnement avec un équipement minimal. Mais plus important encore, ils étaient entraînés à penser de manière créative, à résoudre des problèmes avec les ressources disponibles, à ne jamais accepter « impossible » comme réponse. Si vous deviez traverser une rivière et n'aviez pas de corde, vous fabriquiez une corde avec de la végétation. Si vous deviez communiquer et que votre radio était cassée, vous trouviez un autre moyen. Si vous étiez en infériorité numérique de 50 contre 1 et ne pouviez pas combattre, vous deveniez invisible et accomplissiez la mission quand même. Ce n'était pas simplement de l'entraînement, c'était un reconditionnement complet de votre approche des problèmes. Quand le premier escadron du SASR s'est déployé au Vietnam en 1966, ils ont apporté cette philosophie dans un environnement qui semblait conçu sur mesure pour la valider. Les jungles de la province de Phuoc Tuy, où les Australiens s'étaient vus confier la responsabilité opérationnelle, comptaient parmi les plus denses du Vietnam. Une jungle à triple canopée, où la visibilité se mesurait en mètres. Des marécages qui pouvaient engloutir un homme. Des montagnes couvertes d'une végétation si épaisse qu'on ne pouvait pas voir le sol depuis les airs. L'ennemi, principalement le bataillon Viet Cong D445 et plus tard des réguliers NVA,
connaissaient ce terrain intimement et y opéraient depuis des années. Ils construisaient des complexes de tunnels, créant des caches d'approvisionnement, établissaient des camps de base dans des endroits presque impossibles d'accès. Les forces américaines avaient essayé de pacifier Phuoc Tuy par des opérations conventionnelles et avaient échoué. Les ratissages à grande échelle ne trouvaient rien. L'artillerie et les frappes aériennes frappaient la jungle et n'accomplissaient rien d'autre que la déforestation. L'ennemi se fondait simplement dans le décor pendant les opérations et revenait quand les Américains partaient. Le SASR a abordé le problème différemment. Au lieu d'essayer de trouver et de détruire les forces ennemies par de grandes opérations, ils infiltreraient les zones contrôlées par l'ennemi avec de minuscules patrouilles, recueilleraient des renseignements détaillés sur les positions et activités ennemies, puis utiliseraient ces renseignements pour planifier des frappes chirurgicales qui détruiraient la capacité ennemie tout en minimisant les pertes australiennes. Le cœur de cette approche était la patrouille de reconnaissance à longue portée, et c'est là que la méthodologie du SASR divergeait le plus radicalement de la pratique américaine. Une patrouille typique du SASR se composait de 5 ou 6 hommes, bien que certaines missions fussent menées par des équipes de 4. Ils s'infiltraient à pied, marchant parfois 50 ou 60 km pour atteindre leur zone opérationnelle, spécifiquement pour éviter les insertions par hélicoptère qui auraient signalé leur présence. Une fois dans la zone opérationnelle, ils établissaient une base de patrouille dans un endroit si reculé, si difficile d'accès que l'ennemi n'y patrouillait pas. Puis ils envoyaient des éléments de reconnaissance de 2 hommes pour recueillir des renseignements, se déplaçant avec une prudence si extrême que parcourir 500 mètres pouvait prendre une journée entière. Chaque pas était délibéré, chaque mouvement était calculé. Ils restaient allongés en position d'observation pendant des jours, surveillant les pistes ennemies, comptant les soldats, notant l'équipement, photographiant les positions, le tout sans jamais être détecté. Le niveau de savoir-faire sur le terrain requis pour ce travail était extraordinaire. Les équipes de reconnaissance américaines étaient les bonnes, souvent très bonnes, mais elles opéraient sous des contraintes différentes. Les rotations américaines duraient généralement 12 mois. Les soldats tournaient constamment. Il y avait une pression pour produire des renseignements rapidement afin de justifier la mission. Les patrouilles américaines pouvaient de passer 48 ou 72 heures sur le terrain avant de se replier. Les patrouilles du SASR restaient dehors pendant 2 ou 3 semaines, parfois plus. Cela signifiait qu'ils ne pouvaient pas transporter suffisamment de provisions et devaient donc se réapprovisionner dans l'environnement. De l'eau des ruisseaux, de la nourriture réduite au strict minimum. Ils perdaient un poids corporel significatif pendant les patrouilles, en raison de la combinaison de calories minimales et d'un effort physique extrême sous la chaleur tropicale. La patrouille menée par le sergent Jacko Hayward en mai 1968 illustrait la méthodologie du SASR à son meilleur niveau et fut l'opération qui allait laisser les observateurs américains véritablement sans voix face à ce dont ils furent témoins. Le renseignement avait identifié la vallée de Suchafa comme une zone de rassemblement probable pour une offensive majeure de la NVA. La vallée était un cauchemar de jungle dense, de terrain escarpé et de présence ennemie connue et importante. Les vols de reconnaissance américains avaient essuyé des tirs de défense anti-aérienne lourdes. La reconnaissance terrestre était jugée trop risquée. Le commandant de division américain avait besoin de renseignements sur la force, les positions et les intentions de l'ennemi pour planifier une contre-offensive. Quand on leur a demandé s'ils pouvaient obtenir ces renseignements, le commandant d'escadron du SASR n'a pas hésité. « Oui, donnez-nous 10 jours. » La patrouille de Jacko se composait de 6 hommes. Jacko lui-même, 2 opérateurs radio, 2 éclaireurs et un médecin. Chaque homme portait environ 25 kg d'équipement, soit environ la moitié de ce qu'un soldat américain porterait pour une mission similaire. Pas de tente, pas de sac de couchage, pas d'équipement de cuisine, aucun article de confort, juste des armes, des munitions, de l'eau, des rations minimales, des radios et des appareils photo. Ils se sont insérés à pied depuis la base de feu Corral, marchant de nuit pour éviter d'être observés. La marche d'insertion seule a pris 2 jours, couvrant 40 km de terrain difficile.
Au moment où ils ont atteint la lisière de la vallée de Shusha, ils étaient déjà épuisés. Le vrai travail n'avait même pas encore commencé. Pendant les 8 jours suivants, la patrouille de Jaco a mené une reconnaissance qui serait plus tard décrite par les officiers de renseignement américains comme la reconnaissance terrestre la plus complète de toute la guerre du Vietnam. Ils ont localisé 3 camps de base de bataillons NVA distincts. Ils ont trouvé des caches d'approvisionnement contenant des milliers de cartouches, des roquettes et des obus de mortier. Ils ont photographié des positions fortifiées, des complexes de bunkers, des emplacements anti-aériens. Ils ont compté plus de 1500 soldats ennemis et ont noté que beaucoup portaient des uniformes neufs et des armes neuves, indiquant un réapprovisionnement récent en préparation d'opérations offensives. Plus important encore, ils ont intercepté des communications radio ennemies et, grâce à leurs linguistes vietnamiens, ont déterminé que l'offensive était prévue pour début juin, donnant aux forces américaines environ 2 semaines pour se préparer. La collecte de renseignements en elle-même était impressionnante, mais pas unique. Ce qui a rendu cette opération légendaire, c'est la manière dont ils les ont recueillis. L'équipe de Jaco a opéré pendant 8 jours à quelques centaines de mètres de plus de 1500 soldats ennemis et n'a jamais été détectée, pas une seule fois. Ils se sont déplacés à travers les camps de base ennemis en plein jour, photographiant les fortifications à des distances de moins de 50 mètres, assez près pour entendre les soldats ennemis parler. Ils y sont parvenus en se déplaçant si lentement, avec une prudence si extrême, que l'œil humain ne pouvait détecter leurs mouvements. L'un des membres de la patrouille a décrit plus tard avoir regardé une sentinelle NV et passé devant sa position à une distance de moins de 3 mètres. L'Australien était allongé dans une végétation basse, couvert de boue, respirant par le nez en petites gorgées d'air, absolument immobile. La sentinelle est passée à portée de bras et ne l'a jamais vu. Ce niveau de savoir-faire sur le terrain, cette capacité à devenir invisible à découvert, c'est ce qui distinguait le SASR. Mais la mission a connu une complication qui allait mettre à l'épreuve tout ce pourquoi l'équipe de Jaco s'était entraînée. Le 6e jour, l'un des éclaireurs, le soldat Kevin Walsh, a marché sur un piège à Punji, un pieu de bambou aiguisé dissimulé dans le sentier. Le pieu a traversé sa botte et pénétré dans son pied. Une blessure douloureuse qui s'est immédiatement infectée dans l'environnement tropical. Walsh a retiré le pieu, nettoyé la plaie du mieux qu'il pouvait et n'en a parlé à personne, sauf aux médecins de la patrouille. Il savait que si Jaco apprenait qu'il était blessé, la patrouille pourrait annuler la mission. Walsh n'allait pas être la raison de l'échec de la mission. Il a continué à opérer pendant 2 jours supplémentaires sur un pied de plus en plus enflé et douloureux, sans jamais se plaindre, sans jamais ralentir la patrouille. Ce n'est que lorsque la patrouille eut terminé sa reconnaissance et se préparait à se replier que Walsh a finalement admis la gravité de la blessure. À ce stade, son pied était infecté et il pouvait à peine marcher. Mais la mission était accomplie. Les renseignements avaient été recueillis. C'était tout ce qui comptait. L'extraction présentait ses propres défis. Walsh ne pouvait pas marcher assez vite pour atteindre le point d'extraction prévu dans le temps imparti. Appeler une extraction par hélicoptère depuis les profondeurs du territoire ennemi était considéré comme trop risqué, car cela révélerait la présence de la patrouille et compromettrait potentiellement les renseignements qu'ils avaient recueillis. Jaco a pris une décision qui illustrait la philosophie opérationnelle du SASR. La patrouille porterait Walsh. 5 hommes se relaieraient pour porter un 6e, ainsi que tout leur équipement sur 40 km à travers la jungle, tout en maintenant la sécurité opérationnelle et en évitant les forces ennemies dont ils savaient qu'elles se trouvaient dans la zone. C'était un exploit d'endurance physique qui frôlait le surhumain. Chaque homme prenait des tours de 20 minutes pour porter Walsh en portage de pompier, puis 22 minutes à porter l'équipement supplémentaire de l'homme qui portait Walsh à ce moment-là, puis 20 minutes à porter sa propre charge. Il tournait en continu, avançant à un rythme brutalement épuisant. Il leur a fallu 3 jours pour couvrir un terrain qu'ils avaient parcouru en 2 à l'aller. Mais ils y sont arrivés. Ils ont atteint la base de feu Coral dans les délais, ont franchi les barbelés, ont livré leurs renseignements, et ce n'est qu'alors que Walsh s'est laissé emmener pour recevoir des soins médicaux. Son pied a nécessité une opération chirurgicale et 3 semaines d'antibiotiques, mais il avait accompli la mission. Les soldats américains de la base de feu Coral, qui ont été témoins du retour de la patrouille, étaient stupéfaits.
6 hommes, dont un gravement blessé, sortant à pied d'un terrain que le renseignement américain considérait comme trop dangereux pour des opérations de la taille d'un peloton. L'officier de renseignement qui les a débriefés n'en croyait pas le niveau de détail qu'ils avaient recueilli. Ils avaient des photographies de positions ennemies prises sous des angles qui auraient dû être impossibles à obtenir sans être vus. Ils avaient des coordonnées précises pour chaque cible significative. Ils avaient des estimations de la force ennemie qui s'avéreraient plus tard exactes à 20 soldats près. Et ils avaient fait tout cela sans tirer un seul coup de feu, sans être détectés, sans demander le moindre soutien. Le lieutenant Brad Keller, le même officier qui avait remis en question leur préparation, était présent au débriefing. Après, il s'est approché de Jacko. « Je vous dois des excuses. Je pensais que vous preniez des risques inutiles. Je ne comprenais pas de quoi vous étiez capable. » La réponse de Jacko fut typiquement sobre. « Pas besoin d'excuses, lieutenant. Vous pensiez comme un soldat. Nous ne sommes pas des soldats, nous sommes autre chose. » Les renseignements de la patrouille de Jacko ont directement mené à l'opération Overlord, une opération aéromobile américaine majeure début juin 1968. Sur la base des emplacements précis fournis par le SASR, les forces américaines se sont insérées directement au-dessus des positions NVA, obtenant une surprise totale. L'ennemi a été pris dans ses camps de base, incapable de se disperser, et a subi des pertes dévastatrices. L'offensive NVA prévue a été complètement perturbée. Les estimations du renseignement australien suggéraient que la patrouille de Jacko avait directement contribué à empêcher une attaque qui aurait pu entraîner des centaines de pertes alliées. Et cela avait été accompli par 6 hommes qui avaient opéré pendant 8 jours au milieu d'un régiment ennemi sans être détectés. Mais l'opération Overlord n'était pas la fin des opérations du SASR, qui laissèrent les observateurs américains sans voix. En août 1969, une autre patrouille du SASR a mené un raid qui allait devenir légendaire pour son audace et son efficacité. Le renseignement avait identifié un quartier général de district Viet Cong, situé dans un village au cœur du territoire contrôlé par l'ennemi. Le quartier général était utilisé par les dirigeants supérieurs du Viet Cong pour la planification et la coordination. Capturer ou tuer ces dirigeants perturberait considérablement les opérations ennemies, mais l'emplacement posait problème. Le village était entouré de territoires contrôlés par le Viet Cong. Toute approche conventionnelle serait détectée bien avant d'atteindre la cible. Un assaut par hélicoptère ferait face à des tirs anti-aériens nourris et alerterait les cibles qui s'échapperaient ou prépareraient des défenses. Les forces spéciales américaines ont évalué la mission et l'ont déconseillée, la jugeant trop risquée pour un gain incertain. Le SASR a proposé une approche différente. Une équipe de 5 hommes dirigée par le sergent Bill Morrison s'infiltrerait à pied, se déplaçant à travers le territoire ennemi de nuit, se cacherait près du village pendant la journée, puis attaquerait le quartier général à l'aube quand la sécurité serait à son niveau le plus bas. Le raid serait rapide et violent. Tuer ou capturer les dirigeants, rassembler tout matériel de renseignement et se replier à pied avant que les forces de réaction ennemies ne puissent intervenir. L'ensemble de l'opération, de l'infiltration à l'extraction, prendrait 4 jours. Les commandants américains étaient sceptiques, mais ont approuvé la mission en grande partie parce que l'alternative était de ne rien faire. L'équipe de Morrison s'est insérée à 30 km de la cible et a commencé à se déplacer à travers le territoire ennemi en utilisant des techniques de navigation qui semblaient frôler le surnaturel. Ils ne se déplaçaient que de nuit, utilisant les étoiles et les caractéristiques du terrain pour la navigation, puisque l'utilisation de lampes torches pour vérifier les cartes risquerait de les faire repérer. Pendant la journée, ils se cachaient dans des endroits si reculés que les patrouilles ennemies ne les vérifiaient pas. De la végétation dense sur des pentes escarpées, des fourrés épineux dans lesquels il était douloureux de pénétrer, mais qui offraient une dissimulation parfaite. Ils avançaient en file indienne avec un espacement si serré qu'ils pouvaient toucher l'homme devant eux, communiquant entièrement par signaux de la main et par le toucher, sans parler, sans mouvement inutile. Ils parcoururent 30 km en 2 nuits, arrivant près du village cible au matin du 3e jour. Ils passèrent cette journée entière à observer le village depuis leur cachette à 800 mètres de distance.
utilisant des jumelles pour étudier la disposition des lieux, compter le personnel ennemi, identifier quel bâtiment était le quartier général. Ils notèrent que la sécurité était la plus stricte pendant la journée avec des sentinelles postées autour du périmètre du village. La nuit, les sentinelles devenaient moins vigilantes et après minuit, certaines d'entre elles s'endormaient à leur poste. Morrison décida qu'il frapperait le quartier général à 4 heures du matin. Le point statistiquement le plus bas de la vigilance humaine, quand même les sentinelles les plus disciplinées lutteraient contre le sommeil. L'équipe se mit en position d'assaut dans l'obscurité du petit matin, couvrant les 800 derniers mètres en 2 heures. Ils contournèrent les sentinelles éveillées en passant par un terrain si difficile que les Viet Cong supposaient que personne ne tenterait de l'emprunter. Une section nécessitait de ramper dans un fossé de drainage rempli d'eau stagnante et de sangsues. Une autre nécessitait d'escalader un mur d'1,80 m en utilisant les fissures dans le mortier comme prise. Ils atteignirent le bâtiment cible sans être détectés, confirmèrent par une fenêtre que plusieurs individus dormaient à l'intérieur et se préparèrent à l'assaut. Ce qui se passa ensuite fut une leçon magistrale de combat rapproché. Morrison enfonça la porte. Son équipe s'engouffra dans la pièce avec des armes munies de silencieux et ils maîtrisèrent 5 responsables Viet Cong en moins de 10 secondes. Les responsables étaient si désorientés d'avoir été réveillés brusquement qu'ils ne résistèrent pas. Les Australiens leur passèrent des liens en plastique, rassemblèrent les documents et les cartes de la pièce et sortirent du bâtiment dans les 90 secondes, suivant l'entrée initiale. Le village entier dormait encore. Ils déplacèrent les prisonniers jusqu'à la lisière du village, où ils firent face à leur prochain défi. Ils devaient déplacer 5 prisonniers et eux-mêmes sur 30 km à travers un territoire ennemi pour atteindre les lignes amies. Les prisonniers les ralentiraient considérablement et ils devaient le faire avant que le village ne se réveille et ne découvre ce qui s'était passé. Morrison prit une décision qui était tactiquement brillante, mais psychologiquement brutale. Ils avanceraient vite et les prisonniers suivraient le rythme ou seraient laissés derrière. Les Australiens imposèrent une cadence juste en dessous de la course, se déplaçant à travers la jungle avec les prisonniers trébuchant derrière eux, les mains liées et luttant pour suivre dans l'obscurité. Si un prisonnier tombait, un Australien le remettait sur ses pieds d'un coup sec et le poussait en avant. Il n'y avait aucune douceur, aucun souci du confort des prisonniers. La mission consistait à amener ces prisonniers de haute valeur aux lignes amies pour interrogatoire, et cela signifiait avancer assez vite pour rester en avance sur toute poursuite. Ils parcoururent 30 km en 18 heures, un rythme extraordinaire à travers un terrain de jungle difficile. Les prisonniers arrivèrent épuisés, déshydratés, certains avec des blessures mineures dues aux chutes, mais tous vivants et disponibles pour l'interrogatoire. Les renseignements recueillis auprès des responsables capturés et les documents saisis conduisirent au démantèlement de toute une organisation Viet Cong au niveau du district. Les forces américaines utilisèrent ces renseignements pour mener une série d'opérations qui détruisirent l'infrastructure Viet Cong dans toute la région. L'impact psychologique sur les Viet Cong fut encore plus significatif. Un quartier général qui avait été considéré comme sûr, au cœur d'un territoire contrôlé par les Viet Cong, avait été attaqué par un ennemi invisible qui était apparu de nulle part, avait capturé les dirigeants et s'était évanoui dans la nature. Les Viet Cong ne découvrirent jamais combien d'assaillants avaient mené le raid. Les rumeurs suggéraient qu'il s'agissait d'une force de la taille d'une compagnie, soutenue par des hélicoptères. La vérité, à savoir que 5 Australiens à pied en étaient responsables, était si audacieuse que l'appareil de renseignement Viet Cong refusa d'y croire même quand leur propre personnel de sécurité rapporta ce qu'il avait vu. Les officiers des forces spéciales américaines qui furent informés de l'opération n'en croyaient pas leurs oreilles. 5 hommes avaient parcouru 60 km aller-retour à travers un territoire ennemi, attaqué une cible au milieu d'un village hostile, capturé 5 prisonniers et étaient repartis sans une seule perte, ni même une situation véritablement critique. Quand on leur demanda comment ils avaient fait, l'explication de Morrison fut simple.
Nous nous sommes déplacés la nuit quand ils ne s'attendaient à personne. Nous avons utilisé un terrain qu'ils pensaient infranchissable. Nous les avons frappés quand ils dormaient, et nous avons avancé plus vite lors de l'extraction que ce qu'ils pensaient possible pour quiconque transportant des prisonniers. Nous avons fait des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas parce qu'ils pensaient comme des guérilleros défendant un territoire. Nous pensions comme des chasseurs traquant une proie. Le schéma se poursuivit tout au long du déploiement du SASR au Vietnam, opération après opération que les forces américaines considéraient comme trop risquées ou impossibles. Les Australiens les tentaient et réussissaient. Ils secouraient ainsi des pilotes abattus derrière les lignes ennemies quand les forces de sauvetage américaines ne pouvaient pas les atteindre. Ils menaient des évaluations des dommages de combat après les frappes de B-52 dans des zones où même la reconnaissance aérienne était trop dangereuse. Ils pistaient des unités ennemies pendant des semaines, fournissant des renseignements en temps réel qui permettaient aux forces américaines de les intercepter et de les détruire. Et ils faisaient tout cela avec des taux de pertes extraordinairement bas. De 1966 à 1971, le SASR mena des milliers de patrouilles dans certains des territoires les plus hostiles du Vietnam. Ils ne perdirent donc que 5 hommes tués au combat et moins de 20 blessés, assez gravement pour nécessiter une évacuation. Leur ratio de perte fut estimé à plus de 100 contre 1, ce qui signifie qu'ils tuèrent ou capturèrent plus de 100 membres du personnel ennemi pour chaque perte australienne. Ces statistiques soulevèrent des questions auxquelles les analystes militaires américains peinaient à répondre. Comment une force si petite pouvait-elle obtenir des résultats si disproportionnés par rapport à ses effectifs ? Les Australiens disposaient d'un équipement moins avancé que les Américains. Ils n'avaient pas de soutien aérien dédié. Ils avaient une infrastructure logistique minimale comparée aux forces américaines. Selon tous les critères mesurables sauf un, ils auraient dû être moins efficaces que les Senecas que les forces spéciales américaines. Ce seul critère était la philosophie opérationnelle, et il faisait toute la différence. Le SASR acceptait des risques que les forces américaines n'accepteraient pas parce que la culture publique et politique américaine ne pouvait pas tolérer des taux de pertes élevés. La culture australienne, façonnée par des décennies de guerre menées loin de chez eux avec un soutien minimal, acceptait que les guerriers puissent ne pas revenir. Cette acceptation permettait aux opérateurs du SASR de prendre des missions où l'échec signifiait la mort, où il n'y avait pas de renfort, pas de force de réaction rapide, pas d'extraction d'urgence. Ils opéraient en sachant qu'ils étaient seuls et que si les choses tournaient net mal, ils se débrouilleraient eux-mêmes ou mourraient en essayant. Cela créait un effet de sélection où seuls certains types de personnalités pouvaient fonctionner au sein du SASR. Les hommes qui avaient besoin d'être rassurés, qui avaient besoin de savoir qu'un soutien était disponible, qui avaient besoin de directives de commandement claires, ceux-là ne passaient pas la sélection. Les hommes qui s'épanouissaient étaient ceux qui étaient à l'aise avec l'incertitude, qui faisaient davantage confiance à leur propre jugement qu'aux ordres, qui pouvaient prendre des décisions de vie ou de mort en quelques secondes, sans hésitation ni remise en question. Ce n'étaient pas de meilleurs hommes au sens moral du terme, mais ils étaient mieux adaptés au type spécifique de guerre que menait le SASR. L'impact psychologique des opérations du SASR allait au-delà de leurs résultats tactiques directs. L'ennemi dans la province de Phuoc Tuy développa une peur authentique des forces australiennes qui dépassait la préoccupation militaire rationnelle. Les documents capturés et les interrogatoires de prisonniers révélèrent que les unités Viet Cong et nord-vietnamiennes avaient des ordres permanents d'éviter le contact avec les patrouilles australiennes si possible. Elles avaient pour instruction de se replier plutôt que d'engager le combat, de signaler la présence australienne et d'attendre des renforts plutôt que d'essayer de combattre elles-mêmes les petites équipes australiennes. C'était extraordinaire. Un ennemi qui était prêt à tenir tête à des bataillons américains recevait l'ordre de fuir devant des patrouilles australiennes de 6 hommes. La raison était psychologique, les Australiens étaient imprévisibles. Ils apparaissaient dans des endroits où ils n'auraient même pas dû être. Ils tuaient silencieusement et disparaissaient. Ils semblaient savoir où les forces ennemies se trouveraient avant que ces forces ne le sachent elles-mêmes.
Les combattre donnait l'impression de combattre des fantômes, et la tension psychologique de cette incertitude constante dégradait l'efficacité combattante de l'ennemi. Les forces américaines apprirent des Australiens, bien que cet apprentissage fût souvent informel et non reconnu dans la doctrine officielle. Les opérateurs des forces spéciales américaines, qui travaillèrent aux côtés des équipes du CSR, observèrent leurs méthodes, assimilèrent leurs leçons et rapportèrent ces leçons dans leurs propres unités. Le concept de patrouille plus longue avec des équipes plus petites. L'accent mis sur le fait de rester indétecté plutôt que de combattre une fois détecté. La volonté d'utiliser un terrain difficile comme protection plutôt que comme un obstacle à éviter. Ces idées s'infiltrèrent progressivement dans la pratique des opérations spéciales américaines. L'influence ne fut jamais officiellement créditée, mais elle était réelle et significative. L'héritage des opérations du SASR au Vietnam s'étend jusqu'à nos jours. L'unité continue d'opérer avec la même philosophie qui la définissait dans les années 1960. De petites équipes, des critères de sélection extrêmes, une indépendance opérationnelle, l'acceptation du risque dans la poursuite du succès de la mission. Quand les opérateurs du SASR australien furent déployés en Afghanistan et en Irak dans les années 2000 et 2010, ils apportèrent le même état d'esprit que leurs prédécesseurs avaient apporté au Vietnam, et ils obtinrent des résultats similaires, menant des opérations que les autres forces de la coalition considéraient comme trop difficiles ou dangereuses, faisant des choses qui semblaient impossibles et s'en sortant quand tout le monde s'attendait à ce qu'ils échouent. L'expression « nous avons envoyé des guerriers, pas des hommes » vint d'un général du corps des Marines américains qui observa les opérations du SASR en 1969. Il essayait d'expliquer à son état-major pourquoi les Australiens pouvaient faire des choses que ses propres Marines ne pouvaient pas. La distinction qu'il faisait ne portait pas sur le courage ou l'habileté. Les Marines américains étaient courageux et habiles. La distinction portait sur l'orientation fondamentale. Les Marines américains étaient des soldats qui pouvaient combattre et tuer efficacement. Les Australiens étaient quelque chose de plus ancien, quelque chose de primitif. C'étaient des chasseurs qui se trouvaient porter des uniformes. Ils abordèrent la guerre non pas comme une obligation professionnelle, mais comme un art à perfectionner. Ils étudiaient l'ennemi de la même façon qu'un prédateur étudie sa proie. Ils utilisaient le terrain de la même façon qu'un chasseur utilise un couvert. Ils se déplacèrent dans la jungle de la même façon que les peuples autochtones s'étaient déplacés en territoire hostile pendant des milliers d'années avant que les armées modernes n'existent. Ils avaient appris les compétences ancestrales du pistage, de l'approche et de l'embuscade, les avaient affinées grâce à un entraînement et un équipement modernes, et les avaient appliquées avec une patience et une impitoyabilité que les soldats conventionnels ne pouvaient égaler. C'est cela qui laissait les troupes américaines sans voix, pas le courage des Australiens, qui était évident, pas leur habileté, qui était impressionnante. Ce qui laissait les Américains sans voix, c'était la prise de conscience que la guerre pouvait être pratiquée à un niveau complètement différent de ce qu'on leur avait enseigné. Que toute la technologie, la puissance de feu et le soutien sur lesquels les forces américaines comptaient, bien que précieux, n'étaient pas réellement nécessaires au succès si l'on possédait le bon état d'esprit et les bonnes compétences. Que parfois 6 hommes avec des fusils et la patience de les utiliser correctement pouvaient accomplir plus qu'un bataillon avec un soutien aérien. C'était la leçon du SASR au Vietnam. Des guerriers, pas des hommes, une race à part entière. Et quiconque les avait vus en action comprenait exactement ce que cela signifiait.